Très heureuse de vous retrouver en ce samedi 2 mai 2026. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre édition d'information. Journée de l'excellence des écoles et universités Toubakoro Alassane Doucouré, édition 2026. L'activité s'est déroulée hier vendredi 1er mai 2026 à Kounoumani dans la commune de Djalakorodji, compte rendu Abdul Karim Sako et Abdoulaye Diarra. 11e du genre, la présente cérémonie qui célèbre l'excellence de l'ensemble des écoles et universités Toubakoro Alassane Doucouré a concerné au total 356 élèves. 118 élèves se sont classés premiers dans les établissements et 118 élèves également se sont classés deuxième et 120 élèves ont occupé la troisième position. Ils ont tous excellé à leur niveau scolaire respectif. C'est ainsi que cette journée est organisée à leur honneur. Les responsables des écoles et universités Toubakoro Alassane Doucouré étaient tous présents, particulièrement le promoteur Alassane Doucouré. La journée de l'excellence avait pour marraine notre consoeur Awa Konta. L'objectif vise à renforcer la culture de l'excellence déjà existante dans les écoles et universités Toubakoro Alassane Doucouré. Les meilleurs élèves ont été récompensés par différents cadeaux, dont une moto d'une valeur de 770 000 francs CFA pour la 3e nationale de l'école de santé Toubakoro Alassane Doucouré. Vraiment, je suis très contente. Je suis très contente. Je remercie tous les Toubakoro de m'avoir offert ces cadeaux et j'encourage mes sœurs de faire plus mieux que moi. Je suis très fière de Toubakoro ainsi que moi-même. Je suis très contente. Le PDG des écoles et universités Toubakoro Alassane Doucouré s'est félicité pour les résultats engagés, œuvre selon lui de l'engagement et de l'amour du travail de l'ensemble du corps professoral. Même son de cloche sur le partenaire de longue date, la nouvelle parfumerie Gandour, dont le représentant à cette cérémonie a congratulé les meilleurs élèves pour leur sérieux et détermination dans les études avant de les exhorter à la persévérance. Chers élèves, votre présence ici aujourd'hui est la preuve que le travail et la rigueur, la persévérance portent leurs fruits. Vous êtes des modèles pour vos pairs. Félicitations pour ces résultats remarquables. Ne baissez jamais les bras, car l'excellence est une quête de tous les instants. À ma connaissance, un tel résultat est tout simplement inédit. C'est pourquoi je tiens à adresser mes sincères félicitations à nos brillants élèves, étudiants, pour leur engagement et leur détermination. Mes félicitations vont également au corps enseignant pour son professionnalisme et son dévouement, à l'administration pour son encadrement rigoureux et aux parents pour leur accompagnement constant. Je voudrais adresser des remerciements particuliers à notre promoteur, M. Alassane Doucouré, pour sa vision, son leadership et son engagement constant en faveur de l'éducation de qualité. Mes sincères remerciements vont également à notre marraine, Mme Awa Konta, pour son soutien précieux et son accompagnement. Enfin, je tiens à exprimer toute notre reconnaissance à notre partenaire, la nouvelle parfumerie Gandour Côte d'Ivoire, pour sa confiance et son appui indéfectible. La première responsable de l'Académie d'enseignement Bamako Rive Gauche a estimé que cette performance des établissements et universités Toubakoro Alassane Doucouré n'aura été possible que grâce à la qualité du travail et à l'engagement professionnel des enseignants. Si vous voyez qu'ils donnent des prix au meilleur, ça veut dire que la formation, la qualité de la formation y est. Je félicite également de passage nos collègues, les enseignants, qui font du bon boulot. Parce que lorsque j'ai suivi, j'ai vu que la 3e nationale au concours d'entrée à la fonction publique en santé vient de l'école de santé des établissements Toubakoro Doucouré. Ça veut dire que la qualité de l'enseignement y est. Donc vraiment, je remercie et salue les enseignants qui sont là parce que les enfants sont le reflet des enseignants. C'est la connaissances transmises qui a fait qu'ils sont parmi les meilleurs. Plusieurs cadeaux de nature diverses ont été remis tant aux élèves qu'aux enseignants d'un coût de plus de 20 millions de francs CFA. Vivement la 12e édition de la journée de l'excellence des écoles et universités Toubakoro Alassane Doucouré. Téléphoner en conduisant est devenu une habitude pour de nombreux automobilistes. Pourtant, cette pratique à haut risque est responsable de nombreux accidents de la route. Pourquoi ce comportement dangereux est-il aujourd'hui banalisé? Élément de réponse dans ce reportage. Le téléphone au volant figure parmi les principales causes d'accidents de la circulation. En consultant leur téléphone, les conducteurs détournent leur attention de la route.
mettant ainsi leur vie et celle des autres en danger. Selon le code de la route, l'usage du téléphone en conduisant est strictement interdit et passible d'une amende de 15 000 francs CFA. Malgré cette sanction, le constat reste alarmant. Dans la circulation quotidienne, nombreux sont ceux qui continuent d'enfreindre la règle, souvent par habitude ou par négligence. Le téléphone, c'est carrément interdit au volant. Le téléphone, ça fait deux choses. Quand vous êtes au téléphone déjà et en train de conduire, toute l'attention est attirée vers le téléphone. Vous avez les braqués sur la route, mais l'attention est au téléphone. Donc c'est ce qui crée la plupart des accidents. Les gens, il ne font pas attention. À partir du moment où tu es au téléphone, toute l'attention est attirée vers ce que tu es en train de dire. Sinon, ce que tu es en train de regarder, tu es en train de l'œil est ouvert, mais tu ne vois pas ce que tu es en train de regarder. L'esprit est de l'autre côté, là où il est en train de parler, tu es concentré, l'attention est tirée sur le téléphone et sur la conversation sur laquelle tu es en train. Si on dit une attention, les gens, il ne faut pas beaucoup attention. Les gens, il ne faut pas attention. Une attention, c'est quoi? La gravité, ils ne tiennent pas compte de la gravité de ce qu'ils sont en train de faire. S'ils tenaient compte de la gravité de ce qu'ils sont en train de faire, ce que ça pouvait donner, les accidents que ça peut donner, les pertes en vie humaine que ça peut donner, ils ne vont jamais aller téléphoner en conduisant. Le téléphone au volant est un danger pour la sécurité des usagers de la route, un danger d'abord pour le conducteur lui-même, mais un danger pour les autres usagers de la route. De nos statistiques, nous avons remarqué beaucoup d'accidents graves de la circulation routière au niveau du centre urbain sont dus donc à l'utilisation du téléphone tenu à main pendant la conduite, que ce soit sur la moto ou dans les véhicules. Et comme vous l'avez remarqué, les amendes les plus élevées du point de vue infraction sont celles également destinées donc à l'utilisation des téléphones au volant, qui sont de l'ordre de 15 000 francs. Et donc pour éviter vraiment ça, nous invitons les usagers de la route, chaque fois que vous avez un appel, c'est de vous mettre à côté, faire votre appel et reprendre la circulation en toute sécurité. Les conséquences sont graves. Cela peut aller d'un simple accident à des accidents mortels, explique un usager. Les spécialistes rappellent que lorsqu'un appel survient, il est impératif de s'arrêter sur l'accotement avant de répondre ou d'attendre un moment propice pour rappeler. Bon, c'est une question de conscience, c'est une question de personne, c'est une question d'éducation. Je l'ai tout le temps dit. La répression, tu es dans ta voiture, tu es en train de téléphoner, tu vois les policiers en distance, tu fais descendre le téléphone et après les policiers, tu reprends le téléphone. C'est la pratique courante que nous faisons tous. Ça, c'est la vérité. La police, les policiers, la répression, qu'est-ce qu'il peut faire? Il ne peut rien faire. Mais seulement, c'est une question de personne et de conscience. Il faut être conscient et que ce que tu es en train de faire, ça peut donner des accidents, des pertes de vie humaine. Quand tu es conscient de ça, je crois que tu ne vas pas décrocher le téléphone. Et ton accident ne sera pas attiré vers le téléphone ou de la conversation, mais sur l'axe, sur la route, sur ta conduite. C'est de ne pas décrocher le téléphone, c'est réprimé par le code de la route, ne pas décrocher le téléphone. Il y a des amendes selon les préfectures, selon les administrations. Je demande aux usagers de ne pas téléphoner au volant. Je demande aux usagers les Bluetooth ou le téléphone en main. Je les demande pour l'amour, pour le respect de la circulation et des usagers d'éviter ce genre de pratiques pour ne pas engendrer des pertes en vie humaine. Merci. Parce qu'il y a des accidents qui sont évitables, mais les accidents liés directement au téléphone au volant sont encore plus évitables parce que ne nécessitent pas une urgence particulière. Donc c'est pourquoi de plus en plus dans nos contrôles routiers au niveau urbain, au niveau interurbain, nous mettons beaucoup d'accent donc sur l'utilisation du téléphone tenu à main pendant la conduite. Vous savez, aujourd'hui nous sommes en train de travailler sur la vidéoverbalisation parce que la police n'est pas partout. L'idée c'est d'avoir un policier derrière chaque usager, c'est pas possible, on n'a pas cet effectif. Donc l'autre point de compensation, c'est de faire en sorte qu'on ait des systèmes de vidéoverbalisation pour un maillage de l'ensemble du réseau routier. Et donc c'est ce travail que nous sommes en train de faire dans le cadre du projet Mali Nafasoro Sira, qui est un projet piloté donc, par le ministère des Transports et des Infrastructures avec l'accompagnement de la Banque mondiale. Et nous allons réaliser ce projet pilote-là. Et je pense qu'au cours de l'évaluation de ce projet, vous verrez que nous allons réduire considérablement tout ce qui concerne infractions individuelles ou collectives concernant les règles de la circulation routière.
Le respect du code de la route est une responsabilité partagée. Ne pas s'y conformer, c'est s'exposer à des sanctions, mais surtout mettre en danger la vie des autres usagers. Face à ce phénomène grandissant, les autorités et les acteurs de la circulation routière appellent à une prise de conscience collective, car au volant, chaque seconde d'inattention peut coûter une vie. Place à l'actualité internationale en plus bref et en images commentées par Moussa Fomba. Le ministre de la Sécurité du Burkina Faso, Mahamadou Sana, a lancé mardi l'opération Wibera 2 en vue de renforcer la sécurité intérieure, tout en invitant les populations à faire preuve d'une vigilance accrue et à collaborer avec les forces de défense et de sécurité. À cet effet, il a souligné que les populations sont invitées au respect strict des consignes, à faire preuve d'une vigilance accrue et à dénoncer sans délai aux services compétents tout cas ou comportement suspect. S'agissant des situations suspectes, il a cité entre autres les cas de hausse inhabituelle d'achat de vivres, d'acquisition de produits dangereux ou de composants d'explosifs, d'occupation soudaine d'habitation par des personnes refusant tout contact avec le voisinage, de refus de se soumettre aux formalités d'enregistrement dans les hôtels, de mouvements suspects aux abords des infrastructures stratégiques et de demandes d'informations sur des sites sensibles. Sana a rappelé que la garantie d'une sécurité hostile est basée sur le principe de coproduction de sécurité et qu'à ce titre, chaque citoyen constitue un maillon essentiel de prévention des menaces sécuritaires. Il a réitéré son appel à l'ensemble des populations à poursuivre leur collaboration avec les forces de défense et de sécurité à travers une veille citoyenne et dans un esprit patriotique. En prenant ce jeudi des sanctions contre l'ancien président congolais Joseph Kabila, les États-Unis de Donald Trump ont accordé du crédit à la position de Kinshasa, qui n'a de cesse à dénoncer une collision entre l'ancien dirigeant et le mouvement rebelle. Quelques semaines après des responsables rwandais, c'est au tour de Joseph Kabila d'être ciblé par des sanctions de Washington. En effet, ce jeudi, le département du Trésor américain, à travers son bureau de contrôle des avoirs étrangers, OFAC, a publié un communiqué dans lequel il déclare que l'ancien président veut déstabiliser le gouvernement de la RDC en soutenant le M23 et l'AFC. Dans le communiqué, l'OFAC pointe également le dernier séjour à Goma sous contrôle du mouvement rebelle de Joseph Kabila, un signe qui ne saurait tromper sur les liens entre l'ancien dirigeant et l'AFC M23. Pour Washington, pas de doute, Joseph Kabila soutient le M23. Or, pour les États-Unis, ceux qui continuent de s'aimer l'instabilité à l'est de la RDC devront rendre des comptes, comme le rappelle le communiqué de l'OFAC. Des sanctions prises par le gouvernement américain impliquent le gel des avoirs éventuels de l'ancien dirigeant congolais aux États-Unis et l'interdiction de toute transaction entre toute entreprise ou tout citoyen américain et lui. Des responsables militaires américains ont clairement indiqué en privé que la décision de retirer une partie des forces américaines d'Allemagne est une sanction infligée à Berlin pour sa position sur l'Iran, a rapporté le New York Times, citant des sources. D'après eux, le refus de l'Allemagne d'aider les États-Unis dans l'opération militaire contre l'Iran a déplu à Washington. Bien que le Pentagone ait envisagé de réduire sa présence militaire en Allemagne, cette décision se justifiait néanmoins par la volonté de sanctionner l'Allemagne pour ses critiques à l'égard des États-Unis, ont reconnu des responsables militaires américains. Le président américain Donald Trump a déclaré précédemment que les États-Unis envisageaient de réduire leur contingent militaire stationné en Allemagne, en Italie et en Espagne. Le dirigeant américain n'a pas expliqué les raisons de cette mesure concernant l'Allemagne, mais cette déclaration intervient après que le chancelier allemand Friedrich Merz a critiqué la campagne militaire de Washington contre l'Iran, soulignant l'absence de stratégie claire. Mardi, Trump a accusé Merz de considérer comme acceptable la possession d'armes nucléaires par l'Iran. Le président américain Donald Trump a déclaré que les États-Unis avaient l'intention de prendre le contrôle de Cuba presque immédiatement lors d'un discours prononcé à West Palm Beach, en Floride, devant les membres du Forum Club local. Le président américain a évoqué Cuba, affirmant que les États-Unis allaient s'en emparer presque immédiatement. Cuba a des problèmes, on va en régler un d'abord. J'aime bien finir ce que j'ai à faire, a-t-il déclaré, faisant référence à la guerre contre l'Iran. Au retour d'Iran, on verra peut-être le porte-avions USS Abraham Lincoln, le plus grand du monde, arriver s'arrêter à une centaine de mètres des côtes et ils diront « Merci beaucoup, on capitule », a ajouté Trump.
Le président américain a déclaré le 5 mars que Washington entendait définir une nouvelle stratégie à adopter face à Cuba une fois l'opération militaire contre l'Iran terminée. Auparavant, il avait affirmé à plusieurs reprises que le gouvernement et l'économie cubains étaient au bord de l'effondrement suite à l'arrêt des livraisons de pétrole vénézuélien à l'île sous la pression des États-Unis. Le 27 février, Trump avait déclaré que les États-Unis pourraient établir un contrôle amical sur Cuba. Le président cubain Miguel Díaz-Canel, de son côté, a déclaré le 13 mars que la Havane et Washington avaient tenu des discussions visant à trouver des solutions par le dialogue sur les différends bilatéraux. Cependant, le portail Axios a rapporté en février, citant des sources, que le secrétaire d'État américain Marco Rubio discutait secrètement de l'avenir de l'île avec le petit-fils de Raúl Castro, Raúl Guillermo Rodríguez Castro. Le Parti républicain américain au pouvoir risque de perdre le contrôle de la Chambre des représentants et du Sénat lors des élections de mi-mandat de novembre, a déclaré à l'agence d'information russe TASS André Napolitano, analyste et blogueur conservateur américain. La situation politique de Trump est désastreuse et je pense qu'il en est conscient. Si les élections avaient lieu aujourd'hui, il perdrait les 2 chambres du Congrès, a déclaré l'analyste au sujet du président américain Donald Trump. Je m'attends à ce que les Latinos qui ont voté pour lui s'abstiennent en novembre ou votent pour les démocrates en raison de son application agressive, voire criminelle, des lois sur l'immigration. Je m'attends également à ce que de nombreux catholiques romains qui ont voté pour lui votent pour les démocrates, parti qui a toujours été le refuge naturel des catholiques américains pendant un siècle, ou s'abstiennent en raison de son manque de respect envers le pape Léon XIV. Enfin, je m'attends à ce que beaucoup de partisans de Trump votent pour les démocrates ou s'abstiennent tout simplement à cause de l'aide apportée à Israël et de notre engagement dans la guerre menée par Israël en Iran, une guerre que Trump avait pourtant promis de ne pas mener, a souligné Napolitano. Les élections de mi-mandat aux États-Unis auront lieu le 3 novembre. Un tiers des sénateurs et tous les membres de la Chambre des représentants seront soumis à réélection. Actuellement, les 2 chambres sont contrôlées par les républicains. Page noire dans ce 18h, le photographe malien M. El Hadji Moussa Fane, collaborateur du guide spirituel des Ansar, n'est plus. Il a tiré sa révérence ce jeudi 30 avril 2026 à l'âge de 80 ans après une longue maladie. Les prières mortuaires se sont déroulées ce vendredi à Bankoni Surakabougou en présence de plusieurs personnalités. Les images nous connaissons. Fatmata Yayakane pour le commentaire. Né vers 1946 à Niamina, dans la 4e région administrative du Mali, El Hadj Amadou Fane fut un grand photographe de son temps, reconnu à travers le Mali et également apprécié à l'étranger pour son professionnalisme. Arraché à l'affection de tous ce jeudi 30 avril à la suite d'une longue maladie, il laisse derrière lui des amis, parents et collaborateurs qui lui rendent un dernier hommage. El Hadji Amadou Fane, collaborateur du président de la fêtière islamique du Mali, son éminence Seyid Chérif Ousmane Madani Aïdara, partageait avec lui la même région. La grande famille chérifienne a souligné l'affection qu'il portait à son égard. Ce fut également l'occasion pour Seyid Chérif Aliou Badra Aïdara et Seyid Chérif Bourama Aïdara, fils du guide spirituel des Ansar, de formuler leur bénédiction pour le défunt. Nous disons que tout âme goûtera à la mort, ainsi va la vie. Nous sommes aujourd'hui vraiment tristés par la disparition de notre cher père Amadou Fane. Alors, je dirais un vieil ami et à notre cher père Assir Ousmane Malaindra, celui dont on lui a connu il y a longtemps. Et depuis que nous ne sommes pas ainsi comme ça, alors jusqu'à ce que nous avons tous atteint l'âge d'adulte, alors ils étaient ensemble. Donc leur collaboration n'était d'autre base que sur la voie de Dieu, alors qu'ils étaient à la recherche de la face de Allah subhanahu wa ta'ala. Alors c'est ainsi qu'ils se sont séparés. Donc nous n'avons seulement qu'à lui souhaiter, alors que Dieu puisse lui accorder alors son paradis Firdaus, ainsi que lui pardonner ses péchés et les défauts qu'il a commis dans ces bas mondes.
Et sur ce, nous sommes venus ici représenter notre cher père Assiri Chirosouane Edara. Alors vraiment, par son nom, alors de prier pour son défunt ami, alors Amadou Fane, ainsi que de prier aussi pour sa famille, ses enfants qui sont restés derrière lui, qui puissent entamer lui son pas, alors le pas qu'il a laissé envers ses collaborateurs, surtout envers la famille Chérifla. Donc vraiment, nous prions le repos éternel pour son corps, ainsi que la barca puisse rester dans sa famille respective. Selon les témoignages, El Haj Amadou Fane était humaniste et généreux. Les Ansarés sympathisants entourant la famille Fane l'ont accompagné à sa dernière demeure au cimetière de Djelibougou ce vendredi 1er mai. Il laisse derrière lui des fidèles ainsi qu'une famille inconsolable. Paix à son âme. Avis d'information avant de prendre congé de vous. Le président national de l'association Ansardine Jeunesse informe toute la jeunesse Ansar ainsi que les sympathisants de l'organisation d'une opération de don de sang prévue pour demain dimanche 3 mai 2026 à partir de 7h au centre de santé Chérifla Bankoni Djangnebougou, conformément à la tradition trimestrielle. Cette initiative s'inscrit également dans le cadre de l'élan de solidarité en faveur de nos femmes en cette période difficile. Cette activité se tiendra au centre de santé Chérifla en collaboration avec l'Ansar Jeunesse de la section rive gauche de Bamako sous la coordination de son président Souleymane Karambé. La participation de tous est vivement souhaitée afin de contribuer à sauver des vies. C'est ce qui met un point final à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir.